Bien, allons-y. Meilleurs vœux pour commencer. Ensuite, euh, pour vous assurer que ce sera une bonne année, je vous annonce qu'il y a encore une modification dans le programme de cours, puisque la deuxième opération est avancée. Donc, en février, là, je fais cours aujourd'hui, je fais cours la semaine prochaine, et ensuite, ça c'est prévu de longue date, absent de France, et je serai là la première semaine de février, donc je ne me souviens plus exactement de la date. Bon, bref, ça doit être le... Je sais plus. Ça doit être le vendredi 11, 10, 9, 8, 7 février. Donc vendredi 7 février, je fais cours. Le 14 février, je serai à l'hôpital. Donc, et là, j'abandonne parce que ça fait encore 1 mois d'interruption pour refaire un cours après. Non, je ne peux pas vous saucissonner le cours plus que ça. Donc désolé pour toutes ces perturbations. Il reste 3 cours. Sur ces 3 cours, je vais donc aborder un thème que j'avais annoncé lors du premier cours. Je vais expliquer en quelques mots l'objectif et puis ensuite prendre une liste d'exemples d'équations. Donc fondamentalement, on s'intéresse, et quand je dis on, c'est avec différents collaborateurs, dont d'ailleurs un se trouve ici, Claude Debris, Xavier Blanc, et sur certaines autres équations avec Takis Souganidis, on s'intéresse à fondamentalement essayer de comprendre assez finement ce qui se passe dans des systèmes modélisés par des équations et dérivées partielles, dans lesquels vous avez des microstructures, pensez des défauts. On veut comprendre un peu finement ce qui se passe au niveau du modèle, donc des équations. Quand je dis un peu finement, c'est avoir un comportement et notamment bien comprendre ce qui se passe autour de ces défauts, de ces structures un peu bizarres, localisées. Quand je dis comprendre un peu finement, c'est d'abord parce que très souvent, pour des applications, c'est quand même là que ça se passe. Parce que s'il n'y avait pas de défaut, le problème ne serait pas très important. Et ensuite, parce que quand je parle de défauts localisés, ça veut donc dire qu'il y a une notion d'échelle et que ce qui se passe les choses déplaisantes se passent à une échelle qui est, entre guillemets, plus petite que l'échelle, entre guillemets, normale du modèle. Et dans le plus petit, évidemment, ça veut dire que mathématiquement, il y aura un epsilon, et le epsilon, il n'est pas forcément 10 moins 18. Donc, le epsilon, il a une taille qui est effectivement petit, parce qu'il peut être de l'ordre de 1%, il peut être même parfois 10%, ça dépend énormément des problèmes. Et donc, de se dire on fait tendre epsilon vers 0, ça peut être très grossier. Et notamment, ça a tendance, comme on le verra, dans presque tous les modèles, à oublier complètement le défaut. Donc, la limite mathématique epsilon tend vers 0 n'est pas assez précise. Et c'est quand même gênant parce que, ou alors le défaut n'a aucune importance, auquel cas effectivement on peut l'oublier, ou alors si on imagine que physiquement il a de l'importance, ça doit bien se refléter quelque part dans la modélisation. Donc d'une certaine manière, même si j'avais déjà évoqué cette terminologie d'homogénéisation précisée, c'est presque le contraire de ce qu'on essaie de faire en homogénéisation. Bon, alors... il n'en demeure pas moins que, ça c'est le programme un peu vague, enfin c'est un peu du blabla général, et que ceci on va le décrire maintenant sur un certain nombre d'équations. Alors dans la liste d'équations, je signale des équations elliptiques, essentiellement linéaires ou des variantes, c'est pas le souci, et puis des équations non linéaires. Donc je parlerai d'équations d'Hamilton-Jacobi. Pourquoi les équations d'Hamilton-Jacobi? C'est parce que, à cause de l'optique géométrique et d'autres phénomènes, ça incorpore un certain nombre de phénomènes hyperboliques. Et d'ailleurs, on verra que dans les équations d'Hamilton-Jacobi, on peut perdre les équations. Donc là, le défaut, il va se traduire vraiment par quelque chose. C'est comme si la propagation était bloquée à cause du défaut. Alors, c'est un exemple que je qualifierais qui va un peu dans la direction hyperbolique, mais vraiment très, 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 très légèrement. Je parlerai d'équations quasi-linéaires et puis d'équations complètement non linéaires. Complètement non linéaires, ça sera en début février.
Et aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais essayer de régler tout ce qui est équation elliptique, disons linéaire, équation d'Hamilton-Jacobi et équation quasi-linéaire. Ça fait déjà beaucoup. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une ou deux démonstrations extrêmement techniques où je vous expliquerai les idées et je ne rentrerai absolument pas dans les détails. Mais ça suffira à comprendre comment ça marche. Donc, commençons par des équations elliptiques linéaires. Et donc, on est dans une situation où, a priori, on va être avec... Donc, je mets un x sur epsilon, c'est le fameux epsilon dont je parlais. Des j, on va mettre ici un u epsilon, je vais peut-être l'appeler v epsilon. Et puis, je vais mettre ici plus un f i de x sur epsilon. Bon, alors ça, il pourrait y avoir aussi une dépense en x, c'est vraiment pas le souci. Alors, le défaut, il est, entre guillemets, la perte de structure homogène, entre guillemets, se situe, donc, quand j'écris x sur epsilon, 0 joue un rôle particulier, donc c'est dans un voisinage de 0. Hein. Puisqu'effectivement, d'une certaine manière, il y aura implicitement un zoom en 0. Bon. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un certain... en dehors du défaut, il y a une certaine structure. Là où encore on voit totalement la différence avec l'homogénéisation, c'est qu'un cas intéressant déjà, c'est un cas complètement isotrope homogène. C'est-à-dire que en dehors de 0, et puis après il faut penser au x sur epsilon, eh bien en dehors de 0, ben, on a un AIJ qui est constant. Le matériau, entre guillemets, est complètement isotrope. Là, évidemment, si vous posez cette question en homogénéisation, ça n'a aucun intérêt. Donc, de manière plus générale, on va dire qu'il y a une certaine structure. C'est que donc AIJ peut se découper en deux termes, par exemple, qui va être sous la forme un A0 IJ plus je vais l'appeler BIJ. Et de la même manière, le FI va se décomposer en F0I plus un certain GI. Alors, sur ces objets-là, je vais dire qu'ils ont une certaine structure, les matrices AIJ sont symétriques, tout sera régulier, je ne vais pas me poser des questions bizarres. Et donc ceux-là, je vais supposer qu'ils sont périodiques, de périodes fixées, les mêmes pour tous les A0J et les FI. En particulier, ça peut être constant. Cela pourrait être autre chose. On pourrait avoir un matériau isotrope aléatoire au sens stationnaire, auquel cas on sait dire des petites choses, mais pas forcément énormément de choses. Et mais une structure qui a une certaine homogénéité. Les BIJ et les GI sont donc les perturbations qui disent il y a des choses qui se passent bizarrement près de 0, entre guillemets, et on va zoomer. Alors, pour dire que c'est localisé, c'est dire que les BIJ et les GI tendent vers 0 à l'infini. Je mets ça entre guillemets, puisqu'ensuite, il va falloir préciser ce que cela signifie très précisément. Éventuellement, tout ceci est complété avec des conditions limites. On est dans certaines boîtes. On a des conditions, par exemple, de Dirichlet sur le bord de la boîte. Pour aller vite à l'essentiel, je ne vais pas m'attarder sur les questions de conditions limites. C'est assez neutre. Quelques petites hypothèses. On est dans un cadre elliptique uniformément elliptique. Donc, je suppose, pour simplifier, ça n'a aucune importance, que les matrices sont symétriques. C'est pour éviter de faire attention à des AIJ et des AJ. Je suppose qu'on est dans un cadre uniformément elliptique, c'est-à-dire que les AIJ sont supérieurs et à une multiplication à une constante près sont supérieurs à l'identité, presque partout, ou partout, et majorés par une constante fois l'identité, c'est-à-dire que les coefficients sont bornés.
Vous voyez d'ailleurs au passage que comme les B et J tendent vers 0 et comme les A0 et J sont périodiques, vous avez automatiquement la même condition sur A0. Ce n'est pas une hypothèse supplémentaire, parce que simplement vous prenez un point, vous avez la même valeur en la translatant très loin, et en translatant très loin, le B il est pratiquement nul. Bien. Et donc de cette remarque, on en déduit bien sûr que les B et J sont bornés. Essentiellement par 2 fois ces zéros. Bien, donc ça c'est le premier contexte. La deuxième chose, c'est qu'il y a bien entendu besoin de faire des hypothèses sur les F0i et les GI. Donc je vais supposer qu'ils sont au minimum dans L2, ils pourraient être dans L infini, c'est absolument pas ils peuvent être bornés, c'est absolument pas le problème. J'ai dit qu'on pouvait penser que c'était régulier. Alors la question, comme je l'indiquais précédemment, n'est pas de faire tendre epsilon vers 0, parce que epsilon tend vers 0, on a la même limite que dans le cas de l'homogénéisation, que dans le cas que si B était identiquement nul. B est d'ailleurs le G. Et cette limite est d'ailleurs caractérisée par l'équation dite des correcteurs. Donc toujours dans le cas B égale à 0, donc dans le cas périodique, où on sait que dans la cellule de périodicité, appelée Q, eh bien, il faut à ce moment-là résoudre moins dA IJ de Y dJ d'un certain U plus PJ et d'ailleurs plus un F0I de Y est égal à 0. Donc ça, U est défini à une constante près et est normalisé par l'intégrale sur Q de U est égal à 0. Problème au correcteur, ça c'est l'homogénéisation classique, il y a un 0 pardon, ici. Et on construit une équation elliptique effective grâce à ces correcteurs, de sorte que l'on sait que U epsilon converge à un certain sens que je préciserai ici dans un instant. Je vais le dire tout de suite, mais c'est faiblement dans H1. Donc dans H1 0, si on a mis des conditions aux limites de Dirichlet, vers un certain U bar qui vérifie une équation elliptique moins di de ai bar dju égale. Ouais, enfin là, tel que j'ai écrit les choses, il ne reste pas grand-chose, mais enfin bon, peu importe. Il va rester ici un truc effectif ici, donc plus un f bar, bon, peu importe. Bon, donc peu importe, ça c'est de l'homogénéisation. Et si l'on veut comprendre pourquoi on a la même limite, ou bien on reprend la même démonstration et on s'aperçoit que les termes supplémentaires disparaissent, ou bien on fait référence à une observation, donc je vais supposer que les f sont bornés pour simplifier. Donc tout ça c'est borné. C'est vraiment pas la difficulté essentielle. Donc, si on fait ce genre d'hypothèse, eh bien, à ce moment-là, pourquoi on se convainc facilement que le B influe peu, c'est que le terme, entre guillemets, supplémentaire, qui est du B gradient V epsilon, qu'est-ce que l'on peut en dire? Alors, gradient U epsilon. Alors, le B de X, excusez-moi, le B de X sur epsilon. Vous voyez bien que dès que x est différent de 0, si b de x sur epsilon tend vers 0 parce que le x sur epsilon envoie le point à l'infini, et que donc le b de x sur epsilon, il converge presque partout vers 0, en fait partout sauf en 0. Okay?
Comme il est borné, ça veut dire qu'il converge dans tous les LP vers 0. OK, donc il est borné dans L'. Donc si j'appelle ça B epsilon, la structure c'est que B epsilon est borné dans L' et que B epsilon converge dans LP vers 0, quel que soit P fini, parce qu'il converge presque partout vers 0. Et vous multipliez quelque chose par quelque chose qui est dans L2, mais qui ne converge que faiblement. Alors ça suffit à assurer que le produit converge faiblement vers 0, ce qui n'est pas tout à fait suffisant pour pouvoir conclure. Mais on peut s'en tirer rien qu'avec cette information, mais il y a surtout beaucoup mieux que ça. C'est que, comme les F sont bornés, il y a un théorème de Meyers qui vous dit la chose suivante, c'est que les gradients de V epsilon, et d'ailleurs le U epsilon c'est un V epsilon, les gradients V epsilon dans LQ sont uniformément majorés par une constante indépendante de epsilon pour un Q qui est strictement plus grand que 2 et plus petit qu'un certain Q bar qui n'est d'ailleurs pas connu très explicitement, qui dépend de C0 et de la dimension et de beaucoup de choses. Et en fait, dès que vous avez de l'équi-intégrabilité, de l'uniforme intégrabilité sur gradient V epsilon, sur gradient U epsilon, ou V epsilon, eh bien, à ce moment-là, ce produit converge dans L2 vers 0, fortement. Et là, en revanche, ça devient une petite erreur que l'on peut gommer. Bon, ça, c'est des lemmes d'intégration. Il suffit d'avoir de l'équi-intégrabilité. Et d'ailleurs, beaucoup plus généralement, quand vous avez des équations elliptiques, si vous avez effectivement une structure comme ceci, bah des termes en F qui sont bornés dans L2, ça entraîne que les gradients sont bornés dans L2. Par Meyers, si c'est borné dans LP, ça entraîne que c'est borné, le gradient est borné dans LP pour un P qui est un tout petit peu plus grand que 2. Et en fait, ce dont on peut se servir, c'est que de l'uniforme intégrabilité, c'est-à-dire que si vous avez des termes comme ceci qui sont uniformément intégrables, alors le gradient est uniformément intégrable. Donc voilà, de manière très rapide, ces techniques, et c'est vraiment pas ce qui m'intéresse, parce que sur cet exemple, tout se passe bien. Voilà pourquoi, effectivement, on ne voit pas, quand epsilon tend vers 0, la perturbation localisée. Ce sont des propriétés elliptiques, c'est parce que vous avez une équation elliptique. Donc c'est ça la morale, je vais au plus court. Et donc, se contenter de dire, quand epsilon tend vers 0, ce bazar-là tend vers 0, ce bazar-là converge, bah, ça oublie complètement les défauts, et donc bah, ça ne sert à rien. C'est vraiment complètement différent de ce que l'on essaie de faire. Alors, clairement, si on veut comprendre la situation de manière un peu plus précise pour ce qui se passe pour cette équation, eh bien, il faut zoomer. Et qu'est-ce que ça veut dire, zoomer? Là encore, je passe les détails pour motiver le problème qui m'intéresse. Zoomer, ça veut dire transformer ce qui se passe à distance epsilon, ça va devenir à distance 1. Donc si vous avez une équation dans un domaine, le domaine est repoussé à l'infini. Et donc, la question que l'on va se poser est maintenant de regarder moins DI de AIJ, avec les mêmes hypothèses sur les AIJ, DJU plus FJ, étant entendu maintenant que ceci dépend de X, j'écris bien, et c'est un FI ici, ça dépend de X, et que ceci doit être égal à 0 dans RD. Dans RD. Et ça, cela va effectivement capturer le comportement localisé
c'est-à-dire que le U de x sur epsilon, va capturer le comportement ou des choses qui sont liées à U de x sur epsilon, va capturer le comportement local et le comportement plus précis de l'équation. Alors, que dire là-dessus? Dire qu'on a donc une équation dans RD, c'est une équation elliptique, et comme l'équation est dans l'espace tout entier, ben on sort un peu des sentiers battus. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il ne suffit pas, quand on a une équation dans RD, ben, il y a toujours une trace de l'équation des conditions aux limites. Cette trace, c'est de dire qu'on aimerait que U soit pas trop grand à l'infini. Hein, pensez qu'on a approché ça par des grandes boules qui tendent, dont le rayon tend vers l'infini, c'est le domaine sur epsilon. Eh bien, vous voulez donc que U ne soit pas trop grand à l'infini. Et en fait, ce qui est très important pour justifier des développements asymptotiques, c'est que U soit sous-linéaire à l'infini. S'il tend vers 0, encore mieux. S'il est borné, c'est déjà pas mal. Mais ceci pourra être utilisé pour élucider le comportement local si U est sous-linéaire à l'infini. Donc voilà la motivation, j'ai expliqué très rapidement sans rentrer dans les détails, la motivation pour le problème que je vais réellement regarder. Donc je vais maintenant rappeler la structure que l'on a sur les AIJ et sur les FI. Hein, c'est ce que j'ai déjà indiqué. Je rappelle par les hypothèses. Je dis que AIJ est égal à AI0 plus BIJ. Et je dis que FI est égal à F0, I plus GI, avec des machins qui tendent vers 0 à l'infini. Bien. Et je rappelle que le problème périodique, on sait construire une solution du problème non perturbé, dj U0, plus F0i. Donc avec un U0 qui est périodique, qui est bien sûr, lui, borné. Et que donc, ce que l'on espère, c'est que pas loin, entre guillemets, surtout à l'infini, pas loin de cette solution périodique, on puisse construire une telle solution, ce correcteur précisé. Et donc, on peut effectivement chercher U sous la forme de U0 plus V. Et ce que l'on voit apparaître comme équation, c'est un moins DI de AIJ dJV. On va gommer, si vous voulez, les termes périodiques. Alors, je vais certainement en oublier. Il va y avoir ici un AIJ dJ de U0. Là, tous les termes y sont. Le FI0 disparaît et vous avez ici un GI. Et quand je mets un AIJ ici, c'est un BIJ. Et là, je crois que tout y est. J'en suis même sûr. Et donc maintenant, tout ceci, vous voyez que les BIJ et les GI ont la même structure. C'est multiplié par un DJU0. Hein, je suppose que les coefficients sont réguliers, donc il n'y a aucun souci. La solution périodique est régulière, il n'y a pas de problème, ce sont des équations elliptiques. Et donc tout ceci, vous pouvez l'appeler HI. Et donc vous avez maintenant un HI qui tend vers 0 à l'infini. Donc on est dans une situation où les B, AIJ, est égal à AIJ0 périodique plus BIJ,
que les AIJ et les A0IJ sont majorés par mu fois l'identité et minorés par l'identité en tant que matrice, que tous les machins, les A, A0, B sont réguliers, et que enfin les B et H aussi d'ailleurs, et que B et H tendent vers 0 à l'infini. Et donc maintenant la question que l'on va se poser, c'est pour le problème qui est ici, quand peut-on construire des solutions de ce problème-là avec un V qui est sous-linéaire à l'infini? C'est-à-dire qu'il croît strictement moins vite que quelque chose de linéaire à l'infini. V de x sur norme de x, quand x tend vers l'infini, entre guillemets, tend vers 0. Donc quand je dis entre guillemets, c'est que ça peut être ponctuellement, ça peut être des notions plus faibles, peu importe. Voilà donc la position du problème, et je dois dire que sous ces seules hypothèses, nous ne connaissons pas la réponse. C'est-à-dire que simplement en disant est-ce que ça tend vers 0 et rien de plus, nous ne savons pas s'il existe une solution de ce problème-là. On va avoir besoin de faire des hypothèses supplémentaires sur le H et sur le B, et notamment sur la vitesse à laquelle ça tend vers 0. La vitesse à laquelle ces objets tendent vers 0 mesure le degré de localisation du défaut. Si c'est à support compact, c'est effectivement dire qu'au démarrage, on a un défaut qui est complètement finement localisé dans une boule de rayon epsilon. Si ça tend exponentiellement vite, c'est qu'il y a des petits défauts, mais qui s'évanouissent très rapidement. Bon, etc., etc. Alors, comme on va le voir, dans des cas de décroissance ultra rapide, donc une localisation assez forte, en particulier support compact, il n'y a aucune difficulté pour résoudre ce problème, et c'est standard. Si on va faire des décroissances un peu plus lentes, ça ne sera pas trop compliqué. Et puis si on prend le cas presque général, qui va demander à ce que les trucs qui tendent vers 0 soient intégrables à une certaine puissance à l'infini, donc ça veut dire qu'il y a au moins une petite décroissance polynomiale, entre guillemets, mais le polynôme peut être aussi, la puissance peut être aussi faible que vous le voulez. Bon. Donc, mais on ne peut pas avoir des logs ou des trucs comme ça qui décroissent très, 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 très lentement. À ce moment-là, il y aura effectivement des solutions. Mais le comportement des solutions, ce qui a d'ailleurs des répercussions sur l'analyse de la singularité, le comportement de la solution va différer suivant la manière dont les choses décroissent à l'infini. Alors, j'élimine le cas de la dimension 1 où tout est résoluble explicitement. Hein, vous avez moins d sur dx, donc ça veut dire que ça c'est constant, ça se résout totalement explicitement. Dimension 1 n'a aucun intérêt. Dimension 2, c'est toujours les soucis des fonctions de Green en dimension 2, il y a la divergence logarithmique, donc il y a des petites difficultés techniques, il y a un paquet de choses que je vais vous raconter qui marchent telles quelles en dimension 2. De façon à ne pas se poser de problème, je vais supposer qu'on est en dimension supérieure ou égale à 3, étant entendu que la bonne dimension pour le type d'application qu'on a en tête, si vous pensez les matériaux, c'est 3. Donc ça, ce n'est pas vraiment gênant. Bon, d égale 2 est OK sur presque tout ce que je vais vous raconter, enfin avec des adaptations, et d égale à 1 est explicite. Donc d, c'est la dimension, on est dans RD. Bien. Donc on va y aller graduellement. On va faire le cas très simple. On va faire un cas un peu plus compliqué, et puis j'évoquerai les idées pour faire un cadre beaucoup plus général. Donc, premier cas, premier résultat, premier, entre guillemets, théorème, en fait là c'est plus une proposition qu'autre chose, c'est de supposer que les B et les H sont dans L2. Donc, entendons-nous bien, dans L2, il y a deux informations. Il y a une information
sur le type de singularité qu'il peut y avoir en termes d'explosion, de perte de bornes, etc., qui n'a aucun intérêt puisqu'on sait déjà que tous ces machins-là sont bornés. Donc, comme c'est borné, c'est certainement localement de carré intégrable. Donc, quand je dis L2, ça mesure ce qui se passe à l'infini. Et ça assure que j'ai une décroissance suffisamment rapide pour que ça soit de carré intégrable. OK ? Donc, plus l'explosant est faible, plus forte est la condition. 2 étant déjà une condition assez forte. En dimension 3, si D égale à 3, eh bien, ça veut dire que si vous avez un comportement, si vous avez des majorations en C sur x puissance alpha, ou 1 plus x, pour ne pas avoir de singularité, en puissance alpha, eh bien, pour que ça soit de carré intégrable, il faut que alpha soit plus grand que d sur 2. C'est-à-dire alpha soit strictement plus grand que 3,5. Vous voyez qu'on est loin de permettre n'importe quelle puissance de décroissance. Bien. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté, parce que, effectivement, ce que vous pouvez démontrer, c'est qu'il existe une unique solution V, qui appartient dans un certain espace de Bepo-Lévy, peu importe, qui appartient à L2D sur D-2, qui appartient en fait à C0, c'est une fonction continue, régulière, qui tend vers 0 à l'infini, avec un gradient V qui est dans L2. Alors, entendons-nous bien, là. C'est que, observez que quand je dis que V est sous-linéaire à l'infini, vous ne pouvez pas espérer avoir de l'unicité, parce que V est défini à une constante près. Okay ? Et que là, en disant que ça tend vers 0 à l'infini, implicitement, j'ai choisi la constante. Effectivement, V est défini à une constante près. Si vous rajoutez une constante à l'équation, vous ne changez rien à l'équation, vous ne changez rien à la sous-linéarité. De la même façon que pour le problème périodique, quand vous construisez le correcteur périodique, il est défini à une constante près. D'où le fait que dans le premier tableau que j'ai effacé, j'avais normalisé la solution en disant la moyenne est nulle. Bon. Ce qui est une manière de fixer les constantes. OK, donc, et c'est pour ça que l'on peut espérer avoir de l'unicité. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit à dire? Non, c'est un lemme de Lax-Milgram, justement, dans le bon espace de Hilbert, qui est, si vous prenez grand X, qui est l'ensemble des gradients des V qui sont dans L2D sur D-2. Ça, c'est l'exposant de Sobolev avec gradient V dans L2. Ceci est un Hilbert pour la norme ou pour le produit scalaire gradient V1, gradient V2 intégral sur RD. Donc vous n'avez pas besoin de tenir compte du L2D sur D-2, vous le récupérez grâce aux inégalités de Sobolev. Et dans X, résoudre cette équation, c'est un cas particulier du lemme de Lax-Milgram dans cet espace, parce que si vous multipliez l'équation par une fonction de test, bien qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez AIJ, DIJ, V fois DJ phi plus HI, DI phi. Voilà la formulation faible de l'équation, quel que soit phi dans X, et vous êtes bien dans une situation où vous pouvez utiliser le lemme de Lax-Milgram dans un espace de Hilbert. Bon, c'est donc un cas très simple. Vous voyez d'ailleurs au passage que si je rembobine tout, le fait que le background soit périodique ne sert à rien. Il a servi uniquement à dire que dans le cas périodique,
je peux gommer la partie qui ne tend pas vers 0 à l'infini, à savoir le f0, grâce au correcteur périodique. Donc, si vous savez, pour un problème comme ceci, éliminer, entre guillemets, la partie qui ne tend pas vers 0 grâce à un correcteur, vous aurez un correcteur perturbé. Alors, pourquoi je mentionne ça? C'est que dans des situations plus compliquées, comme par exemple des situations aléatoires, si vous avez un correcteur, et en fait, dans des équations elliptiques, on a un certain correcteur abstrait, et ça suffit pour faire marcher ce genre de choses, à ce moment-là, vous pouvez jouer exactement au même jeu. Donc, ce premier cas est simple. Dans des cas où on a une excellente localisation des ennuis, et ça se traite par l'approche standard pour les équations elliptiques, à savoir une approche hilbertienne, l'axe Milgram, etc., espace de Sobolev, enfin, tout se passe bien. Le fait qu'on soit dans RD ne change pas grand-chose, modulo l'utilisation de cet espace dit de Bepo-Lévy. Espace tout à fait standard. Donc ça, c'est le cas simple. Mais comme je l'ai indiqué, entre des bazars comme BH qui tendent vers 0 de cette manière-là en dimension 3, et puis l'objectif initial qui est de dire je suppose que ça tend vers 0, il y a quand même un énorme gap. Alors, est-ce qu'on peut compléter, est-ce qu'on peut boucher ce trou? Deux cas de figure. Premier cas de figure, je vais vouloir que mon V tende toujours d'une certaine manière vers 0 à l'infini, ou pas. Pensez borné ou pas. Alors, si je cherche, avant de chercher des V qui ne sont pas comment dire, qui ne sont pas bornés, si je cherche des V qui sont bornés, j'ai nécessairement des conditions sur la décroissance des coefficients. Rappelez-vous que dans le HI, il y a aussi bien du B que du G. Hein. Donc quand je dis qu'on fait des hypothèses sur H, c'est entre guillemets dire qu'on fait des hypothèses à la fois sur le B et sur le G. Donc je vais me concentrer sur le H et faire l'observation suivante, c'est que je ne peux pas quand même espérer beaucoup mieux en termes de comportement des solutions que dans l'exemple où je vais prendre moins Laplacien V plus DI de HI, c'est-à-dire au sens de est égal à divergence de H. Alors ça, on sait beaucoup de choses là-dessus. On connaît explicitement la fonction de Green. Donc, a priori, on a une représentation intégrale de ce qui pourrait être une solution. Et donc, on va se poser la question de quand est-ce qu'en résolvant cette équation de Laplace, on obtient un V qui tend vers 0 à l'infini. Bon. Alors rappelez-vous, eh bien, V, entre guillemets, on s'attend, je vais prendre la dimension 3 pour qu'on voit bien, on s'attend à ce que ça soit 1 sur 4pi, l'intégrale de x moins y, divergence de h en y dy. Et donc, que ça fasse moins 1 sur 4pi de l'intégrale de x moins y, avec, si j'écris x moins y, ça fait un plus, divisé par x moins y au cube, produit scalaire avec h.
Et ça peut se démontrer beaucoup plus rigoureusement. Le plus simple, c'est d'ailleurs de prendre des cas où il y a une symétrie sphérique, auquel cas on peut écrire explicitement les solutions. On a le théorème de Gauss-Newton qui vous permet d'écrire explicitement la solution sous la forme d'une intégrale. Mais intuitivement, vous voyez que si vous fixez x et que vous voulez que ça soit borné, bah ça, grosso modo, ça se comporte comme du 1 sur y carré, et que donc dans le h, il faut qu'il y ait au moins du 1 sur y pour que ça soit intégrable. Donc ceci va être borné, et je mets un si et seulement si, et ceci est vrai dans le cas radial avec un certain nombre d'hypothèses, si h décroît un peu plus vite, comme 1 sur x, en puissance alpha, mais où je vais mettre y pour qu'on voit bien l'argument, avec alpha plus grand que 1. Pourquoi? Parce qu'on est en dimension 3, et que donc il faut que j'ai une décroissance pour pouvoir intégrer à l'infini qui soit plus grande que 3. Là, j'ai 2 ici, il m'en faut un peu plus de 1 ici. Ensuite, si on a une telle décroissance, on peut vérifier que non seulement c'est borné, mais ça tend vers 0 à l'infini à cause de problèmes d'intégrabilité. C'est du Lebesgue plus ou moins détourné. Bon. Et donc, on voit qu'effectivement, il nous faut une décroissance. On est passé de 3,5 à 1. C'est un peu mieux. Ce n'est pas encore l'objectif qu'on se donnait. Mais on voit aussi que si on veut passer en dessous de 1, il va falloir chercher autre chose que des solutions bornées. Elles vont un peu croître à l'infini. Une manière un peu plus simple de se convaincre de ceci, c'est de penser que ici, vous avez 2 dérivées de V, ici une dérivée de H. Et que donc V se comporte comme une primitive de H. C'est une manière de voir les EDP qui est quand même un peu comme une équation différentielle ordinaire. En radial, ça va. Et donc, si je prends une primitive de h, entre guillemets, pensez radial, si vous avez une décroissance en 1 sur r à la puissance alpha, où alpha est plus grand que 1, quand vous intégrez, il vous reste du 1 sur r à la puissance alpha moins 1. Ça tend vers 0. Bah, si alpha est plus petit que 1, ça fait du r à la puissance toujours 1 moins alpha, mais 1 moins alpha, il est strictement positif. Enfin, alpha moins 1, mais il devient strictement négatif, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui croît. Donc, on voit bien que, certes, on est loin de l'objectif, mais si on veut quelque chose qui tende vers 0 à l'infini, qui soit borné, disons, à ce moment-là, il va falloir demander, pas L2, mais mieux que L2, mais pas n'importe quoi. Alors là, je l'ai fait en dimension 3, et on voit que, en dimension 3, avec un peu d'imagination, l'exposant limite alpha égale 1 correspond à LD, intégrable à la dimension D, et ça, c'est général, parce que c'est toujours du 1 sur x qui est le cas limite, parce qu'en dimension plus grande, ici, vous avez du 1 sur y à la puissance d-1, au lieu de 2, c'est d-1 en dimension d, et donc il en faut un peu plus de 1 pour passer. Et le 1, c'est LD. Donc, et ça correspond au fait que, quelle que soit la dimension, l'argument d'équation différentielle ordinaire en disant c'est comme une primitive de h, c'est toujours l'exposant 1 qui joue. Ou l'exposant moins 1 qui joue. Et l'exposant moins 1, c'est pile LD. Donc on se dit que si c'est plus que LD, enfin si c'est dans des LP plus que LD, on ne peut pas s'attendre à avoir des solutions bornées. C'est ça la morale de l'affaire. Donc c'est si H est dans LP avec P supérieur ou égal à D, les solutions, le V, il ne peut pas être borné. Non borné. N'entraîne pas que V soit borné. En revanche, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si H est dans LP pour P compris entre 2 et D. En dimension 2, on ne gagne rien. Mais en dimension 2, l'approche hilbertienne est un peu problématique
parce qu'on n'a plus l'exposant Sobolev. Donc c'est là où il est des petits soucis techniques sans importance. Donc, voilà les deux cas qui vont venir. C'est que H est dans LP, et puis après, donc ça sera le deuxième cas, et le troisième cas, ça sera ça. Bon. Alors, tendre vers 0 à l'infini, sans aucune hypothèse. Il y a peut-être des modifications qui sont possibles de notre argument, mais il est déjà assez compliqué comme ça pour un LP quelconque, en travaillant avec des espaces VMO et des trucs comme ça. Mais bon, là, c'est déjà suffisamment compliqué avec les LP pour qu'on n'ait pas réellement poussé dans la technicité. Mais enfin, à mon avis, c'est jouable et à mon avis, le résultat est vrai. Et à un moment donné où se pose la question de si c'est ça la démonstration, est-ce qu'on veut vraiment la faire? Question existentielle en mathématiques qui a toujours... l'esthétique pointe toujours son nez dans les démonstrations en mathématiques. Ou la fainéantise. Hein. L'esthétique, c'est la version noble. Oui, ça va, toi. Hein? Non, je vois un barbu qui réagit à la fainéantise. Il se sent particulièrement visé. Bon, enfin bref, oui, hein, comme je dis souvent, les mathématiques, c'est quand même un sport presque individuel, pas tout à fait, mais presque individuel pour feignants. Et avec l'âge, ça ne s'arrange pas, parce qu'on cherche par tous les moyens l'astuce qui permettra de contourner la démonstration en pénible. Heureusement, l'expérience aide. D'ailleurs, une des conclusions étant qu'au vu de mon expérience, je ne veux surtout pas faire cette démonstration. Donc, comme je disais, l'expérience et l'âge aident. Ça rend sage. Alors, donc, deuxième cas. C'est de supposer que les B et les H sont dans LP avec un P que je vais supposer plus petit que D. Bon, autant le prendre supérieur ou égal à 2 et même strictement plus grand que 2, puisque, en fait, la démonstration s'en fout. Mais autant, parce qu'on connaît déjà le cas, si on a des P qui sont inférieurs ou égal à 2, c'est borné, donc c'est L2. Hein, je vous le répète, c'est de plus en plus général quand P augmente. C'est d'autant plus restreint que P est petit. Le comportement contraire de l'analyse de la régularité locale. Bien, quoi qu'il en soit. On a ceci. Alors, le point, c'est qu'on a des estimations qui sont complètement générales sur les fonctions de Green. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder moins DI de IJ DJ G égale delta X0. Je fixe un point et je vais essayer d'obtenir une borne dans ce point-là. Bon, alors, ce point, j'aurais envie de l'appeler 0, parce qu'il ne va jouer aucun rôle, mais le 0 est quand même un peu particulier dans toute cette histoire, donc je vais essayer de garder le X0. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais pourquoi ça existe, un machin comme ça? Bon, en dimension supérieure ou égale à 3, il y a des résultats généraux qui vous assurent que ceci existe, des résultats généraux sur les équations elliptiques. Sinon, pensez que vous rajoutez un delta G, vous faites tendre delta vers 0, et là, il n'y a plus aucun souci. Et les estimations que je vais démontrer vont permettre de conclure.
Et donc, je vous rappelle que l'hypothèse que l'on a faite sur les AIJ, c'est d'être compris entre minoré par exemple, par l'identité, partout, et majoré par une constante fois l'identité, partout. En fonction de ces deux constantes, dont l'une est 1, donc en fonction de la constante, eh bien, on a une estimation de la forme suivante, qui est de dire que j'ai une estimation a priori. Alors, c'est 1 sur x, donc c'est d sur d moins 2 infini, et majoré par une constante qui ne dépend que de la constante d'ellipticité, et que le gradient G dans LD sur D moins 1 infini est majoré par une constante. Donc ça sont des faits généraux que je vais démontrer directement, très simplement. Dimension 3, vous récupérez, alors déjà, infini, c'est l'espace de Lorentz, donc L3 infini, c'est dire grosso modo que ça se comporte comme du 1 sur x, c'est-à-dire comme la fonction de Green du Laplacien. En dimension 3, L3,5 infini, c'est dire que ça se comporte comme du 1 sur x2, c'est-à-dire la dérivée de la fonction de Green. Et l'exposant de Lorentz, c'est juste pour le infini, c'est juste pour dire, quand vous avez des croissances polynomiales, c'est jamais intégrable à aucune puissance. On est toujours limite en 0, limite à l'infini. Bon. Donc ça sont des faits généraux plus ou moins connus. Et en fait, je veux dire, il y a 50 ans, si on avait énoncé ces faits à Stampak, à Guido Stampak, il aurait dit oui, c'est vrai, c'est évidemment nulle part, comme toujours, en analyse. Et on peut faire une démonstration, donc il y a des démonstrations à la Stampak, par multiplicateur, etc. On peut faire une démonstration directe qui est assez inspirée d'arguments que j'ai utilisés dans les études les années précédentes sur les équations paraboliques. En effet, on va savoir que une fonction de Green, le G, il est positif ou nul, et que le G, entre guillemets, tend vers 0 faiblement à l'infini. Ces estimations, on va toutes les déduire d'un argument qui consiste à dire je multiplie l'équation, au moins formellement, par G inf R, le minimum de G et de R. Comprenons bien ce que l'on est en train de faire. Normalement, une fonction de Green va avoir une singularité en le point où il y a la masse de Dirac. Et donc de multiplier par G inf R, le minimum de G de R, c'est de couper près de la singularité. Bien, alors si je fais ça, un petit peu formellement, je vais récupérer que l'intégrale de gradient G carré, fonction indicatrice de G inférieur ou égal à R, G est positif ou nul, je vais vite, et majoré par l'intégrale de AIJ, DIJ, G, DJ, G, 1 de G plus petit que R, ça c'est l'hypothèse d'ellipticité, et l'équation me dit que ça, c'est entre guillemets l'intégrale de delta 0 fois G inf R. Quand je dis couper, c'est couper au niveau R. Bon, il y a une petite justification à faire, mais c'est tellement clair qu'il n'y a pas de souci à se faire. G est plus petit que R, ça on s'attend à ce que ce soit R, entre guillemets. Mais de toute façon, G est plus petit que R et delta 0 est de masse 1. Et donc ceci, c'est bien majoré par R. Et donc on a une estimation quasi gratuite qui va entraîner les deux estimations précédentes, qui est de dire que, vous
vous reconnaissez effectivement des arguments que j'ai déjà développés dans mes cours précédents. Précédent étant, si aujourd'hui nous sommes l'année n, étant n-1, n-2, etc. Il n'y a pas de récurrence.